Bonjour à tous, bienvenue au Club Math. Donc, aujourd'hui, on accueille Simon Lacoste-Julien, professeur au Diro, qui va venir nous parler de la borne d'Occam ou le principe le plus fondamental en épistémologie des sciences. Alors, bonjour tous. Je suis content de vous voir en grand nombre. Moi, ça fait quelques années que je n'utilise plus le tableau. En fait, j'utilise un tablette PC, mais par contre, je voulais utiliser l'occasion de venir en mathématiques pour pouvoir réutiliser le tableau. Ça va. On va voir si je suis encore capable de le faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la borne d'Occam et épistémologie des sciences ou de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez peut-être entendu parler dans les médias récemment, c'est très en vogue, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mot fourre-tout. On va dire programmer un ordinateur qui peut avoir des comportements intelligents, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, moi, je travaille en apprentissage automatique. Donc, on programme l'ordinateur à apprendre à partir d'observations. Donc, apprendre à partir d'observations, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai des observations de comment résoudre une tâche ou d'un phénomène scientifique réel, et on veut apprendre à soit résoudre la tâche ou à modéliser le modèle scientifique réel. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait en sciences? C'est similaire à ce qu'on fait en apprentissage automatique, en termes de trouver, à partir d'observations, d'inférer des modèles qui nous permettent, entre autres des modèles prédictifs qui nous permettent de prédire des réponses sur des nouvelles observations qu'on ne connaît pas. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien. Et puis, la borne d'Occam, c'est quoi? C'est une formalisation du principe du rasoir d'Occam, qui date d'un philosophe j'ai oublié, j'avais mis dans l'abstract, je pense que c'est le 15e siècle, et qui dit que entre deux modèles qui expliquent aussi bien les données, on va préférer le modèle le plus simple. Okay? Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a plus de chances d'être le bon modèle. Okay? Alors, donc aujourd'hui, je vais comme formaliser ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est avec des maths assez rudimentaires, élémentaires, qu'on peut déjà avoir les éléments clés dans tout ça. Okay? Et n'hésitez pas à poser des questions n'importe quand si ma notation n'est pas claire ou il y a des trucs qui n'est pas clair. OK? Donc, je vais commencer par un problème de classification. Donc, classification, c'est en apprentissage automatique, on veut apprendre à classifier des objets. OK? Donc, on peut penser, j'ai des images avec des tigres et j'ai des images avec des zèbres, par exemple. Et donc, on veut pouvoir, par exemple, apprendre à classifier ces images-là. Okay? Donc, ça, c'est un problème standard d'intelligence artificielle d'apprentissage automatique. Pour un ordinateur, une image, c'est 1 million de pixels. C'est des niveaux de rouge, de bleu, de vert, etc. C'est très compliqué de voir qu'il y a un zèbre dans cette espèce de ramassis de millions de chiffres. Okay? Entre autres, si on bouge un peu le zèbre dans l'image, tous les pixels ont changé, c'est encore le zèbre. Et donc, pouvoir encoder de manière précise dans un programme informatique les invariances qui permettent de vraiment savoir que c'est un zèbre est trop difficile. En fait, on n'est pas capable de programmer un ordinateur pour faire ça. Alors, c'est pour ça que l'approche, plutôt que programmer l'ordinateur directement à dire, bon, ben quand tel pixel est allumé et tel pixel est éteint, c'est un zèbre, on programme l'ordinateur à apprendre à faire cette décision-là lui-même. Okay? Et comment qu'on peut faire ça? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, faire des mesures sur les images. Vous êtes des mathématiciens, donc vous pouvez penser en dimension 1 million, mais je vais en mettre juste 2 dimensions pour simplifier. Et donc, mais normalement, on est en dimension 1 million. Et on va mettre les points des données d'entraînement dans ce plan-là. Et là, les ronds, c'était les zèbres, les X, c'était les tigres. Et donc, on voit qu'il y a une séparation relativement claire entre les deux. Et entre autres, on pourrait décider de prendre une séparation linéaire qui les sépare. Et ça serait la frontière de décision, qui est un modèle de classification. Parce que si j'ai un nouveau point, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un point qui tombe ici. On donne à notre ordinateur, voici une nouvelle image, je ne sais pas c'est quoi l'étiquette. Eh bien, on regarde de quel côté que ça tombe dans la frontière de décision. On va dire, ah, ben c'est la même étiquette que les X, que je pense que j'avais dit, c'est des tigres. Question? C'est quoi les classes? C'est ce qu'on appelle les features. C'est les mesures qu'on va faire sur l'image pour faire notre décision. A priori, la manière la plus simple, c'est juste de prendre
encoding. Le code, la représentation directe pour l'ordinateur de l'image est juste de prendre chacune Par exemple, une image, on peut voir ça comme une matrice 1000 par 1000 avec chaque entrée de la matrice qui est on va dire une image en taux de gris, c'est plus simple. Donc, ce serait des valeurs de 0 à 1 qui représentent un niveau de gris. On pourrait dire que chacune de ces dimensions-là va être un des axes. Okay? Ce n'est pas une très bonne représentation, mais maintenant, on est capable de travailler avec cette représentation pour faire des bonnes décisions grâce à l'apprentissage profond. Mais je ne vais pas aller dans l'apprentissage profond aujourd'hui, c'est hors sujet. Okay? Mais le principe, c'est on a des données et on peut apprendre une frontière de décision. Et c'est comme ça qu'on peut faire un modèle prédictif. Okay? Par contre, il y a un problème, et je vais faire maintenant plutôt classification. On va appeler ça la régression. Donc, la régression n'a plutôt que... Donc, en classification, ce qu'on va faire, c'est on va apprendre... Je vais utiliser cette notation-là. Donc, je vais avoir H, W, qui est une fonction de mes entrées. Et dans ce cas-là, on va dire les sorties, ça va être juste -1 ou 1. On va avoir deux classes. Donc, -1, c'est une classe, et 1, c'est une autre classe. Donc, c'est pour une classification binaire. X, c'est n'importe quoi. Ça pourrait être, c'est pas obligé d'être des nombres réels. Ça pourrait être des graphes. Ça pourrait être des objets assez compliqués. Mais c'est un ensemble d'objets. Et on veut apprendre une fonction entre X et Y qui représente bien le phénomène en cours. Okay? Et W, ça va être un paramètre pour paramétriser nos fonctions. Et le gros de l'apprentissage, supposons qu'on a défini une classe de fonction, c'est de trouver quel paramètre on va utiliser pour expliquer les données. Okay? Donc, on va apprendre quel est le paramètre. Et donc, par exemple, dans le cas des classifications linéaires, je peux qualifier ma décision linéaire avec sa normale. Et puis, on pourrait dire leur donner l'origine. Et donc, le paramètre serait ce vecteur-là qui représente la décision linéaire. Okay? Donc, dans la régression, plutôt qu'apprendre une classification binaire, on veut apprendre une fonction dans les nombres réels. Donc, dans ce cas-là, si on aurait une fonction de x vers les nombres réels, puis h, on utilise souvent h pour hypothèse. Donc, c'est comme une hypothèse qui explique le phénomène. Et donc, supposons que j'ai des observations. Donc, ça pourrait être maintenant mon x. Supposons que x, c'est juste les nombres réels. Et là, j'ai des observations qui sont mes y. C'est des paires de x, y. Ça, c'est mes observations. Et là, je veux expliquer, je veux apprendre une fonction qui explique bien mes données de nombres réels et nombres réels. Donc, si on veut vraiment faire une interpolation, par exemple. Ce serait un exemple de prédiction. Okay? Mais le problème, c'est que si j'ai n points, et avec un polynôme de degré n-1, donc un polynôme de degré n-1 peut passer au travers des n points pour n'importe quel n points. Je peux mettre des points au hasard et je vais pouvoir passer, en notant que c'est une fonction, là. Donc je vais pouvoir passer au travers des n points sans problème, même si c'est un phénomène qui est au hasard. Donc, il n'y a aucun phénomène, par exemple, je ne sais pas, par exemple, ça pourrait représenter ici la position d'une particule qui fait une trajectoire parabolique sans cette partie-là. Donc, il y a vraiment un phénomène physique qui se passe. Mais en utilisant un polynôme de degré n-1, je peux expliquer n'importe quelle donnée. Exactement les données. OK? Et à quoi ça ressemble un polynôme de degré n-1 ici? Ça ressemblait à un truc du style comme ça. Donc, tu as un phénomène, ça c'était assez smooth, mais tu as un phénomène d'oscillation de polynômes de haut degré quand tu essaies de passer exactement les données. Et même si le phénomène explique parfaitement les données au sens que pour n'importe quel x, je donne exactement la bonne valeur d'y, les prédictions à l'extérieur des données d'observation x sont absurdes. Okay? Et donc ça, on appelle ça le surapprentissage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage en apprentissage automatique,
qui est, en un certain sens, on a appris les observations par cœur. En apprenant les observations par cœur, on n'a pas appris le phénomène derrière les données. C'est exactement le même phénomène de quand on essaie d'enseigner à un étudiant un concept, on leur donne des exercices à faire, et l'étudiant apprend par cœur comment résoudre l'exercice exact, et on donne un exercice légèrement différent à l'examen, et l'étudiant se plante. C'est parce qu'il n'a pas appris les concepts, il a juste appris à reproduire les exercices exactement. Okay? Et donc, la question est comment de se prémunir du surapprentissage. Eh bien, c'est le rasoir d'Occam. Okay? Parce que le problème ici, c'est que les polynômes de degré n-1, on va dire, c'est des hypothèses beaucoup plus complexes que des polynômes de degré inférieur. Par exemple, une quadratique ou une droite linéaire. Okay? La même chose ici, une frontière de décision linéaire, on va dire c'est beaucoup plus simple que, par exemple, une espèce de truc super wiggly qui pourrait définir n'importe quelle frontière de décision, mais qui a peu de chances de vraiment cerner le vrai phénomène. OK? Est-ce qu'il y a des questions à propos de ça? Oui? Donc, le but, c'est de, par exemple, l'apprentissage, c'est de trouver quelque chose qui va approximer très bien le phénomène sans nécessairement le reproduire. Exactement. Mais ça peut le reproduire parfaitement si c'est une hypothèse simple. Okay? Par exemple, si je fais une régression où mes points sont exactement sur une droite, la droite qui explique exactement la donnée, c'est sûrement la bonne. On ne peut pas vraiment aller plus bas qu'une droite, tu vois, en termes d'hypothèse. Okay? Et donc là, aujourd'hui, on va maintenant formaliser ça mathématiquement. Okay? C'est ça le principe. Et donc en apprentissage, on va avoir un modèle probabiliste. Donc, on va dire qu'on va avoir des observations xi, yi, qui vont venir de manière IID. Donc, je ne sais pas comment ça se dit en français, là, mais identically and independently distributed. Donc, c'est des observations qui vont venir d'une loi probabiliste. Et chaque observation qu'on va avoir va être indépendante et ils vont avoir la même loi. Okay? Donc, souvent, ce n'est pas nécessairement réaliste. Par exemple, les données ne vont pas nécessairement être indépendantes, mais comme modèle de base, ça nous permet déjà d'avoir ce qui se passe. Okay? Et ça va venir d'une loi qu'on va appeler P. Okay? Donc, P, c'est une distribution sur les X et les Y. Okay? Et cette distribution pourrait être dégénérée au sens que pour un X donné, le Y est déterministe. Ça va. Mais on peut aussi penser qu'il y a du bruit dans les Y. Donc, la classe n'est pas déterminée exactement par X. Des fois, les gens pourraient être, je ne sais pas, mélangés entre un zèbre et un tigre parce qu'ils se ressemblent ou un truc comme ça. Okay? Et donc, on suppose qu'on a des données comme ça et on en a, donc I, c'est 1 jusqu'à N, donc on a N observations. Okay? Et l'idée, étant donné ces observations, X et Y, on veut apprendre une fonction de X vers Y. Okay? Maintenant, comment on évalue la fonction XY? On va l'évaluer en termes de son erreur de prédiction. Donc, l'erreur de prédiction en classification binaire, on va juste compter le nombre de fois qu'il s'est planté sur des données qui viendraient de ce vrai phénomène auquel on n'a pas accès directement. Donc, l'erreur de prédiction, j'ai utilisé L pour la loss. Donc, le loss de W... OK, alors, ouais. Alors, on va supposer maintenant que j'ai un espace de fonction H qui va être tout simplement paramétrisé par W. Donc, je vais avoir H de W pour W appartient à un ensemble de paramètres. Okay? Donc, ça va être mon ensemble de paramètres. Et aujourd'hui, on va supposer que c'est countable. Comment tu dis ça en français? Dénombrable. Okay? On va dire dénombrable pour que tout soit simple. D'ailleurs, il y a dénombrables. OK. Et d'ailleurs, il y a un certain Antoine qui a écrit sur Facebook. Est-ce qu'il est là, Antoine? C'est toi? Oui. Tu as parlé de Somonov, ou comment ça se dit? C'est toi, l'Antoine. OK. Tu as parlé de Solomonov? OK. Donc, il a posé la question de donc Solomonov, c'est plutôt qu'avoir des fonctions de prédiction, ça va parler des programmes. Donc, c'est plus général. Plutôt que parler d'une fonction de prédiction, je pourrais juste avoir un programme qui va calculer la fonction.
Et si on utilise un alphabet fini et que nos programmes sont finis, le nombre de programmes possibles est dénombrable. Okay? Et donc, pour répondre à ta question que tu as mise sur Facebook, ce que je présente, c'est un special case du truc de Solomonov. Okay? C'est un peu plus simple, puisqu'on n'est pas obligé de parler aussi de comment décrire les programmes, etc. OK. OK, donc on a un ensemble de fonctions qui peut être assez riche. Et donc, la question, c'est de comment évaluer ces fonctions-là. Et donc, on va avoir une perte, qu'on va appeler LEW. Et par définition, la perte de LEW, ça va être l'espérance où X et Y sont tirés à partir de P. Donc, une notation un peu bizarre, je ne sais pas si vous utilisez ça ici, là, mais en tout cas. De l'indicatrice. D'ailleurs, je peux mettre peut-être les lettres. Bon, OK. L'indicatrice de est-ce que Y est différent de ma prédiction sur les X. OK? Et donc, X et Y viennent du phénomène. OK? Donc, il y a peut-être du bruit sur les Y, mais ça représente le phénomène. Et moi, j'essaie de prédire les étiquettes pour un X donné. Et si je me plante, donc je ne prédis pas la bonne étiquette, je fais une erreur. Okay? Donc ça, c'est l'indicatrice. C'est 1 quand ça, c'est vrai, et c'est 0 quand ça, c'est faux. Okay? Et donc, si Y est égal à H2WX, je n'ai pas de perte, j'ai 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur de généralisation. OK? Et donc, si on était Dieu, ce qu'on voudrait faire, c'est trouver le W qui minimise l'erreur de généralisation. Trouver la fonction de prédiction qui prédit le mieux les données. Mais on n'a pas accès à P. Parce qu'on n'a pas accès au phénomène. Tout ce qu'on a accès à, c'est des observations. Okay? Et donc, ce qu'on peut faire, c'est remplacer la vraie espérance par la moyenne empirique. Okay? Donc, on va appeler ça ln de W. Ça, c'est tout simplement l'erreur sur les données. Donc, ça va être la somme de l'indicatrice YI différent de HW de XI. OK? Donc, ça, c'est à quel point ma fonction de prédiction prédit bien les données. Donc, ça, c'est l'erreur empirique. Ça, c'est erreur empirique. Empirique. Et ça, ce serait l'erreur de généralisation. Donc, généralisation parce qu'il y a plein de données X qu'on n'aura jamais observées. Et donc, on veut savoir, est-ce qu'on est capable de bien expliquer ces nouvelles données qu'on n'a jamais observées. Donc, on généralise à des nouvelles observations. Parce que prédire sur les X qu'on a déjà observés, c'est un peu con parce qu'on peut regarder les données d'entraînement. Donc, dans la régression, c'est entre les points ici, je voudrais pouvoir bien prédire le vrai phénomène. Et donc, si on a ce modèle probabiliste-là, on sait par la loi des grands nombres que la moyenne empirique pour un W donné, donc si on fixe W, on a que la moyenne empirique pour un W donné va converger, je vais utiliser la notation anglaise, c'est almost surely, donc presque sûrement, j'imagine, en français. Donc, presque sûrement, avec probabilité 1, vers la vraie erreur de généralisation. Okay? Donc, ça, c'est une variable aléatoire. Mais si n est grand, ça se rapproche de la vraie erreur de généralisation. Et j'ai aussi le théorème central limite qui va dire que la distribution de ça va être à 1 sur racine carrée de n de la vraie valeur. Okay? Donc ça, c'est bon. C'est pour ça que c'est pas con de regarder ça. Par contre, le problème, c'est que c'est pour un W fixe. Et on suppose qu'il y a un nombre infini de W. Et là, le problème, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est minimiser cette fonction de W en minimisant peut-être cette fonction-là à la place. Mais pour pouvoir faire une garantie sur le minimum de cette fonction-là par rapport au minimum de cette fonction-là, je dois contrôler les déviations, pas pour un W fixe, mais pour tous les W en même temps. Donc, on veut une loi uniforme. Okay? Donc, si on avait un truc du style que ln hat moins L, la norme infinie de ces fonctions-là, donc le sup sur tous les W de ça,
Si ça tend vers 0, là, on serait content. Okay. Mais ça, c'est très fort comme condition. Ce n'est pas nécessairement le cas. Et de toute manière, nous, on veut des résultats aussi pour des n finis. Okay. Et donc, la borne d'Occam va faire ça. Et aussi, on a dit que, par exemple, si mes fonctions sont trop compliquées, par exemple des polynômes de degré n, moins 1, je peux toujours mettre ça égal à 0, même si cette valeur-là n'est vraiment pas 0 pour ce polynôme-là. Okay? Donc, il y a la relation entre les deux, pour des fonctions très compliquées, est très mauvaise. Okay? OK, et donc là, on va faire la borne d'Occam. Donc, la borne d'Occam s'utilise 3 éléments. Est-ce que je vais écrire la borne en premier. Okay, donc, la borne d'Occam. Donc, pour tout pi, pour toute distribution p, ou bien on va fixer p, on va dire. J'aime ça d'écrire en anglais. So, for any p, bon, on va dire, OK. Pour tout p, voilà, on va dire en français. Pour tout, c'est tellement plus long en français. Pour tout p, qu'est-ce qu'on a? On a qu'avec une probabilité plus grand que 1 moins sur delta sur les données, donc je vais écrire xi, yi de 1 jusqu'à n, on va avoir une relation entre l'erreur empirique et l'erreur de généralisation. On va voir que, je vais même l'écrire en bleu, on va avoir un résultat pour tous les W. Donc, pour tous les W dans notre ensemble dénombrable de paramètres, on a que l'erreur de généralisation de W est bornée supérieurement par l'erreur empirique plus 1 sur racine carrée de 2n et une espèce de terme de complexité que je vais appeler ah oui, j'aurais peut-être dû définir ça. Oméga pi de W delta. OK? Et oméga pi de W delta, c'est défini comme la racine carrée de la description de nos W plus log de 1 sur delta. OK, une espèce de truc bizarre. Expliquons tout ça. Alors, premièrement, le truc que j'ai oublié de définir, c'est pour la borne d'Occam, on va définir un a priori sur nos fonctions. Okay? Donc, avant la borne d'Occam, on va définir un a priori sur nos fonctions. Donc, sur nos paramètres dénombrables. Donc, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une distribution P de W de telle manière à ce que la somme sur tous mes W de P de W est égale à 1 et P de W est plus grand que 0. Okay? Donc, ça, c'est l'avantage d'avoir un nombre dénombrable aussi, c'est que pour définir une distribution sur tous mes paramètres, j'ai juste besoin de définir c'est quoi la probabilité de chacun de mes paramètres. Donc, on n'a pas besoin de parler de densité, de mesure, etc. Okay? Donc, on va juste mettre un poids sur chacun de nos paramètres qui somme à 1. Okay? Et pour l'instant, on peut juste penser à W, l'importance qu'on donne à chacun des paramètres. Okay? Et j'utilise la notation aussi, la longueur de W. Donc, on peut définir après, à partir de cette distribution-là, on va définir la longueur de description length. C'est description length, je ne sais pas comment ça se dit en français. La longueur pour décrire un paramètre, par définition, va être simplement le log en base E de
1 sur la probabilité de ce paramètre-là. OK? Donc, si vous connaissez la théorie de l'information, donc, pour simplifier, je vais mesurer l'information en nat plutôt qu'en bit. Si je mettais en base 2, ce serait en bit, mais je ne veux pas avoir des log 2 partout, fait que je vais mettre en base E. OK? Et donc, l'idée, c'est que plus un paramètre est probable, plus ce nombre est petit, donc plus la longueur pour décrire ce paramètre est petit. Okay? Et l'idée, c'est que ce a priori sur les paramètres définit une notion de complexité. Les paramètres qui ont une courte longueur de description sont simples. Okay? Comme par exemple, dans le cas des polynômes de degré n-1 ou n, on va dire qu'on a besoin de spécifier déjà n nombres. Donc, on dit que c'est plus complexe que si on a juste à spécifier un nombre. Okay? Donc là, c'est plus compliqué parce que c'est des nombres peut-être rationnels ou des trucs comme ça pour chacun des coefficients. Mais comme de fait, ici, on peut dire pour décrire mon W, si j'utilisais la base 2, ce serait le nombre de bits pour décrire mon paramètre. Okay? Et d'ailleurs, la raison pourquoi on appelle ça aussi, c'est qu'on peut interpréter en fait, en théorie de l'information, il y a une relation entre les probabilités et les codes préfixes. Donc, en définissant une probabilité, je peux définir un code préfixe qui va encoder chacun de mes paramètres avec la longueur donnée par le log de la probabilité, d'1 sur la probabilité. Oui. Et dans le fond, le log apparaît à cause comme de l'art binaire dans un code d'optimal. Exactement. Oui, oui. Puis aussi, parce que le nombre d'objets, si j'ai 10 bits, le nombre d'objets, c'est 2 à la 10. Donc mais la description pour décrire mes 10 bits, c'est le log du nombre d'objets. Okay? Donc, ça, c'est une notion un peu du nombre de trucs, on va dire. OK. Et donc, ça, c'est la borne. Donc, la borne veut dire maintenant, pour les W qui ont une très grande description, donc qui sont très complexes, ben, je vais pénaliser dans la borne. Donc, la relation entre l'erreur empirique et l'erreur de génération va être beaucoup plus loose. Va être plus loose, OK? C'est au Québec, on peut parler comme ça. Et donc, voilà. OK. Et donc, l'idée de cette borne d'Occam implique directement la notion de complexité. Okay? Alors, ce que je propose, c'est que je vais prouver la borne d'Occam, parce que c'est 3 lignes. Et après, je vais interpréter ça encore plus avec la notion de surapprentissage et la notion de complexité. Et après, ça va être le temps de questions. Oui. Ah oui, c'est ça. Donc, l'idée, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le formalisme PAC pour Probably Approximately Correct. Et donc, plutôt qu'avoir une borne uniforme qui fonctionne tout le temps, on va faire une borne qui fonctionne avec haute probabilité. Et donc, l'idée, c'est que je peux avoir des données, étant donné que mes données reviennent d'une distribution, je peux être malchanceux et avoir des données un peu bizarres qui ne représentent pas vraiment la distribution. Et là, il n'y a aucune relation entre l'erreur empirique et l'erreur de généralisation. Okay? Par contre, et donc la pénalité dans la borne que tu obtiens, c'est en log de 1 sa probabilité. Donc, si je veux une probabilité de 10 à la moins 23, qui est très petite, je coûte seulement en 23 nat. Okay? Et donc, par exemple, le nombre de données que j'ai besoin pour pouvoir annuler cet effet est un facteur de 23. Okay? Donc, j'ai juste à avoir un plus gros dataset, et là, je peux être certain avec extrême probabilité que la borne fonctionne pour tous les W. OK? OK. Alors, les ingrédients pour prouver ça, il y a 3 ingrédients. Donc, la preuve, c'est 3 éléments. Donc, élément 1, on utilise la borne de Chernoff. Borne de Chernoff, qui s'appelle les bornes de concentration, qui donne la probabilité que la moyenne empirique des variables binaires s'écarte de la vraie moyenne. Okay? Et donc, on va dire que la probabilité que
ln de W. Donc, la probabilité, c'est sur... Ouais, OK. Bon. Donc, ça, c'est la variable aléatoire. Donc, la probabilité que ln de W est plus grande... non, plus petite. L de W moins epsilon est borné supérieurement par le exp de moins n epsilon au carré pour tout epsilon plus grand que 0. Et ça, c'est pour W fixe. Hein. Donc, l'idée, c'est si W est fixé, la moyenne empirique, donc la moyenne empirique, c'est la moyenne de variables qu'on appelle de variables de Bernoulli, parce que ça, c'est comme des coin flips, c'est comme tirer à pile ou face. Et la probabilité d'avoir 1, c'est la probabilité de se tromper. Et donc, je tire n fois pile ou face. C'est quoi la probabilité que la moyenne de nombre de fois que j'ai eu pile s'écarte de plus de epsilon de la vraie probabilité d'avoir pile? Okay? Et la borne de Chernoff montre que c'est exponentiellement peu probable en fonction de n et multipliant l'écart, epsilon. Okay? L'autre borne, c'est la borne d'union. Qui dit que la probabilité qu'il existe, on va dire, OK, là j'utilise une notation un peu bizarre, là, mais x tel que la proposition de x est vraie est plus petit que la somme sur les x de la probabilité que la proposition de x est vraie. Okay. Donc, j'ai un nombre dénombrable d'événements et la probabilité qu'un des événements arrive est bornée supérieurement par la somme des probabilités que chacun des événements arrive. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle la borne d'union. Et 3, en fait, normalement, c'est l'inégalité de Kraft si on faisait de la théorie de l'information, mais je veux juste dire ici le fait que j'ai que la somme des W de pi de W, en fait, est plus petit égal à 1. En fait, c'est égal à 1. Donc, mais tout ce que j'ai besoin, c'est que c'est plus petit qu'égal à 1. Okay? Donc, j'ai une borne sur la somme de mes poids. Okay? Je sais ces trois éléments-là et je prouve ce truc. OK. Alors, et donc, on va définir une proposition. La proposition va être que la borne est fausse. Okay? Donc, on dit que la borne est vraie avec grande probabilité. On va borner la probabilité que la borne soit fausse. On va dire que la probabilité que la borne est fausse est plus petite que delta. Et donc, la probabilité qu'elle est vraie est plus grande ou égale à 1 moins delta. Donc, c'est l'idée. Et donc, on va dire que W, donc la borne est fausse s'il y a un W pour lequel ça c'est faux. Okay? Donc on va appeler un W mauvais. Okay? Donc on va dire, je vais dire en anglais c'est plus court, donc on va définir bad de W qui est l'indicatrice de la borne étant fausse. Donc on va voir que L de W est strictement plus grand que la moyenne empirique pour ce W, plus 1 sur racine carrée de 2n et l'erreur de complexité pour ce W. OK? Et donc ça, je vais même appeler ça epsilon n de W. Okay? Donc c'est un écart entre la moyenne empirique et la moyenne de généralisation qui dépend de ce W-là. Okay? Et donc l'idée, pour un W fixe, la probabilité que ce W, donc pour fixe W, donc on fixe W,
la probabilité que cette indicatrice soit vraie sur les données d'entraînement par la borne de Chernoff est plus petit par Chernoff de l'exponentielle de moins n epsilon n de w au carré. N'est-ce pas? Donc, j'ai juste pris cet écart-là dans la borne de Chernoff. Et donc, ça, c'est quoi? C'est l'exponentielle de... donc, dans ma borne, j'avais un 2. Donc, ça fait moins 2n. Je prends mon gros truc ici au carré. Donc, la racine carrée disparaît. Donc, j'obtiens 1 sur 2n et la longueur de faut que je trouve un mot en français pour description. Hein. Description? OK, je sais pas, ça sonnait bizarre. OK, donc la longueur de description plus le log de 1 sur ma probabilité que je veux que les trucs soient faux. Et donc, les deux n se cancellent. Et W pi, c'était le log de 1 sur pi. Et donc, quand je prends l'exposant de moins ça, ce que j'obtiens, oups, donc tout ça, tout c'est égal à... donc, ce truc-là va devenir pi de W. Et le log de 1 sur delta, avec un moins x, va devenir delta. N'est-ce pas? Et donc là, c'est la magie. Ça, c'est la probabilité que pour un W fixé, la borne est fausse et ça. Donc la probabilité qu'il existe un W pour lequel que la borne est fausse est la somme des probabilités de chacun des W. Et donc, ça veut dire que la probabilité qu'il existe un W tel que ce W est mauvais est plus petit que la somme sur les W de pi de W fois delta. Et tout ça, on a dit que c'était plus petit que 1, et donc c'est plus petit que delta. Et c'est terminé. Oui? Dans la borne de Chernoff, il manque un 2, me semble. Dans la borne de Chernoff, là-bas, il n'y a pas de 2, puis il apparaît un 2. Il manque un 2. Puis dans la ligne... Oui, il y avait un 2 ici, oui. Merci. Et vous n'avez pas écrit non plus après pour le bout de temps. Donc ici, j'ai un 2. Et un 2 ici. Autre typo? Ça veut dire non ou ça veut dire oui? Ah, OK. Cool. Super. OK. Donc, voilà, c'est la preuve. Et donc, vous voyez déjà, moi, ce que j'aime dans cette preuve-là, c'est que vous voyez pourquoi on a besoin de cette fonction de poids. On a besoin de la fonction de poids parce qu'il y a un nombre infini de paramètres. Et donc, on ne peut pas appliquer la borne de Chernoff de manière uniforme avec un epsilon uniforme sur tous les paramètres parce que quand on va sommer sur toutes les possibilités, ça va devenir infini. Et donc, ça nous prend une fonction de poids qui va dire que pour certains paramètres, on va accepter un plus grand écart que d'autres. OK? Ça permet juste de moduler la borne. Oui? À quel point c'est facile de choisir une fonction de poids adéquate? Je veux dire que tout le travail se concentre là-dessus. Bonne question. Oui. Alors, quand, par exemple, on se restreint sur des fonctions linéaires, on a mis une fonction de poids 0 à l'extérieur. Et puis, en fait, aussi, l'idée, c'est que ça, c'est juste pour voir les mécanismes de tout ça, mais on n'est pas obligé d'avoir des nombres. On peut avoir des cas aussi non dénombrables, etc., et des trucs continus. Mais en effet, l'idée, c'est que notre a priori sur les fonctions est un a priori qu'on a quelle fonction va être bonne pour expliquer nos données. Et donc, par exemple, si on utilise des fonctions linéaires et que les fonctions linéaires expliquent bien les données, on va bien réussir. Si les données ont besoin des fonctions non linéaires, on va se planter. Okay? Et donc, par exemple, en ce moment, les réseaux de neurones profonds ont des très bonnes performances.
Et une des explications derrière ça, c'est que le genre de fonctions qu'on obtient avec les fonctions les réseaux de neurones profonds, avec les méthodes d'entraînement qu'on utilise, expliquent bien les données. Ce sont un ensemble de fonctions qui sont en lien avec le genre de distribution pour lequel on les teste. Parce qu'un autre truc important, c'est qu'il y a des théorèmes en apprentissage statistique qui s'appellent les pas de déjeuner gratuit ou pas de dîner gratuit si on est au Québec, donc no free lunch, qui dit que sans faire de suppositions, on ne peut pas apprendre. Sans faire des suppositions sur les données, par exemple, on veut faire de la classification. Si je ne fais aucune supposition sur mes données, je ne peux pas faire mieux, en général, qu'une prédiction aléatoire. Donc, ça veut dire, vous venez et vous dites, ah, moi, j'ai le super algorithme d'apprentissage, ça résout tout. Ça apprend les données par elle-même. Et je dis, ah ouais, alors voici une distribution, pouf, et je peux prouver qu'il va toujours avoir une distribution pour laquelle cet apprentissage va faire arbitrairement mauvais. Et donc, il faut faire des suppositions. Et la borne d'Occam met en lumière le rôle de la supposition, c'est ce a priori. Okay? Parce que qu'est-ce qui arrive? Maintenant, une fois que j'ai cette borne, je peux avoir un algorithme. L'algorithme est, ça, je l'observe, ça, je peux le calculer si j'ai mon a priori. Donc, je vais trouver le W qui minimise cette combinaison-là, qui est un compromis entre l'erreur empirique, donc la qualité d'observation des données, et une notion de complexité. Donc, j'ai trouvé le W qui minimise ces deux termes. Et en faisant ça, je sais qu'avec très grande probabilité, je ne vais pas nécessairement minimiser ça, mais je vais avoir une borne sur ça. Okay? Et entre autres, je vais avoir une garantie. Des questions? Oui, ça. Donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ça implique que si on a une machine d'intelligence artificielle quelconque, peu importe à quel point elle est performante, il existe toujours un problème tel qu'elle va se tromper sur ce problème-là. En théorie, oui. Alors, le problème, c'est que tout ça, c'est parce que moi, je voulais une borne qui est valide pour tous les P. Okay? Si je restricte l'ensemble de distributions qui expliquent mes données, je peux avoir des trucs beaucoup plus puissants. Okay? Et du même fait, il se pourrait que les problèmes pour lesquels on utilise les réseaux de neurones profonds en ce moment sont un ensemble de distributions qui est très petit et qui est très bien well-behaved. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est une bonne performance. Et donc, les distributions pour lesquelles on pourrait les faire ne pas réussir ne sont pas nécessairement des distributions naturelles. Par contre, ce n'est pas vrai parce qu'en ce moment, il y a des problèmes avec les réseaux d'apprentissage profond aussi, où il y a des phénomènes vraiment bizarres où je change un seul pixel dans l'image et la décision change drastiquement. Okay? Donc, ils ne sont pas très robustes. Il y avait une autre question derrière? Oui? C'est justement, étant donné qu'on peut optimiser la borne, à quel point c'est une borne sharp sur nos résultats? Si on essaie réellement d'optimiser, c'est le L pas estimé. À quel point c'est comme la meilleure borne pour faire ça? Bonne question. Je ne vais pas répondre directement au sens de c'est la meilleure, c'est définitivement pas la meilleure. Là. Mais d'un certain côté aussi, cette borne-là, elle est utile seulement dans certaines conditions. OK? Cette borne-là est utile quand les paramètres pour lesquels j'ai dit avaient une haute probabilité, donc on avait donné une bonne complexité, une complexité basse, donc ont une bonne performance. Parce que, donc, soit ça c'est grand, soit ça c'est grand. Si ça c'est grand, ben, on n'a aucune on n'a aucune garantie sur l'erreur de généralisation. On va dire que l'erreur, par exemple, si on flip a coin, on ne peut pas faire une erreur plus que 50%, n'est-ce pas? Donc, si cette borne est plus que 50%, elle est inutile. Okay? Donc, si les W pour lesquels j'ai mis une description, donc une complexité petite, ont une mauvaise performance, la borne ne dit rien. Et du même fait, si les W pour lesquels la performance est très, très bonne, on donne une très mauvaise complexité, la borne est aussi inutile. Et donc, c'est pour ça que si j'utilise cette borne pour retirer un algorithme d'apprentissage, cet algorithme d'apprentissage va faire bien quand les distributions qui génèrent mes données ont des fonctions de prédiction pour lesquelles on a donné une description petite, donc une complexité petite. Et donc, par exemple, si on supposait que les fonctions linéaires vont avoir une petite complexité, les fonctions quadratiques une plus grande complexité, bien, si la fonction linéaire explique bien mes données, ça va faire une bonne borne. Okay? Un autre aspect, c'est que je n'ai pas expliqué pourquoi le linéaire. Étant donné que là, je peux définir
ma distribution sur les paramètres de manière arbitraire. Je n'ai pas défini comment la définir. Donc, je pourrais facilement donner un poids à un polynôme de degré n, un poids très, très élevé, donc une très grande probabilité, okay, pour un polynôme de degré n spécifique. Okay? Donc, un polynôme de degré n par lui-même n'est pas complexe. Ça, c'est quand même aussi un point subtil, qui est que n'importe quelle fonction spécifique n'est pas complexe. La notion de complexité a seulement un sens quand on considère un ensemble de fonctions. Et entre autres, l'idée, c'est que pour pouvoir donner une haute probabilité à beaucoup de polynômes de degré n, ce n'est pas possible parce qu'il y en a beaucoup plus, entre guillemets, de polynômes de degré n que des polynômes de degré 1, par exemple. Okay? Et donc, c'est pour ça que si je mets une masse uniforme sur tous les nombres de probabilité, tous les polynômes de degré n, chaque polynôme lui-même va avoir une probabilité beaucoup plus basse qu'une masse uniforme, c'est le polynôme de degré 1, parce qu'on va dire qu'il y en a moins. Okay. Oui? J'imagine qu'on formalise cette idée-là de complexité à travers, comme en ordinateur, par exemple, combien de bits ça prend pour décrire la fonction. Exactement. Oui, en fait, c'est ça. Donc si on revient un peu au départ, quand j'ai défini ça, et j'ai appelé la description length, et j'ai parlé des codes préfixes, c'est pas n'importe quoi, parce que on pourrait aussi aller maintenant à Solomonov, ou je sais pas trop quoi, c'était quoi le nom? Solomonov, qui est en fait la longueur du programme pour générer la fonction. Et le nombre de programmes est dénombrable, et donc, voilà. On peut vraiment faire ça. Le problème, par contre, c'est que les programmes n'ont pas de longueur définie. Hein. Il y a toujours une constante arbitraire qui dépend de c'est quoi ton langage de programmation, c'est quoi ton encoding. Et cette constante-là, elle peut être quand même assez grande. Donc, mais bon. Mais d'un point de vue philosophique, c'est vraiment ça qui décrit ce qui se passe. Ce qui décrit ce qui se passe, c'est si on a des hypothèses qui expliquent bien nos données empiriques et qu'on a admis une complexité basse pour ces hypothèses-là, on va pouvoir bien les apprendre. Mais si ces hypothèses-là sont compliquées au sens qu'il y en a beaucoup, je peux pas, en avance, je ne peux pas savoir laquelle de ces hypothèses-là va être la bonne. Et donc, normalement, on met une masse uniforme sur toutes ces hypothèses-là. Et le problème, c'est que s'il y en a beaucoup plus, ben, la masse pour chacun est plus basse et donc la complexité est plus élevée. Moi, j'ai terminé. Hein, donc, c'est période de questions.